plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée. Au menu de l'actualité, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré son homologue français Emmanuel Macron mercredi 25 février 2026 au palais de l'Élysée à l'occasion d'un déjeuner de travail consacré aux questions libérales d'intérêt commun et à l'évaluation de la situation sécuritaire préoccupante dans les zones sous occupation militaire rwandaise de l'Est, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Au cours de cet entretien constructif entre les deux chefs d'État, la France a réaffirmé son engagement au respect de l'intégrité territoriale et à la souveraineté de la RDC. Les discussions ont tourné également sur la prochaine candidature de la RDC au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Changeons de chapitre à présent. Les questions sécuritaires et socio-économiques de la province de Haut-Katanga étaient au centre des échanges entre le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde, et le gouverneur intérimaire Kazemba. Suivez. À l'issue de l'entretien, Jean-Michel Sama Lukonde a indiqué être revenu s'enquérir de la situation générale de la province du Haut-Katanga avec un accent particulier sur la sécurité et les questions socio-économiques. Sur le plan sécuritaire, le président du Sénat a affirmé avoir reçu des assurances de l'autorité provinciale faisant état d'une baisse de l'insécurité urbaine ainsi que d'une amélioration de la situation à l'intérieur de la province, notamment face aux groupes armés actifs dans certaines zones. Un point jugé sensible dans le contexte actuel marqué par l'agression dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les échanges ont également porté sur le climat des affaires et la vitalité économique de la province. Selon Jean-Michel Sama Lukonde, des efforts sont en cours pour consolider l'économie provinciale et renforcer l'attractivité du Haut-Katanga. Autre dossier évoqué, la problématique énergétique dans le territoire de Pweto, Kasenga et Sakanya, confrontés à une dépendance en électricité vis-à-vis de la Zambie. Des démarches seraient engagées tant au niveau provincial que national, notamment avec la SNEL, afin de tendre vers une autonomie énergétique. Parallèlement aux discussions bilatérales avec la Zambie, le président du Sénat a annoncé la poursuite de ces consultations avec notamment une rencontre prévue avec les élus de l'Assemblée provinciale avant d'échanger avec les forces vives de la province. Les deux autorités ont qualifié leur échange de chaleureux et ont convenu de se revoir au cours du séjour du speaker dans le Haut-Katanga, a souligné Jean-Michel Sama Lukonde dans sa déclaration faite à la presse au sortir de l'audience. Je suis d'abord venu m'enquérir de la situation générale au niveau de la province. Lors de mes dernières vacances parlementaires, on avait mentionné la question sécuritaire, urbaine d'abord et dans la province. Surtout dans ce moment particulier avec cette agression à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc ici, j'ai reçu des assurances de l'autorité provinciale que nous avons une baisse au niveau de l'insécurité urbaine et même au niveau de l'insécurité à l'intérieur avec les groupes négatifs qui agissaient ça et là dans la province. Ensuite, nous avons échangé sur les autres questions socio-économiques pour voir en fait comment est-ce que la province se porte. Et de ce côté-là aussi, nous avons reçu des assurances que tous les efforts sont mis dans le cadre d'abord du climat des affaires et puis pour s'assurer que l'économie de la province se porte bien. À Uvira, dans la province du Sud Kivu, la mission onusienne pour la stabilité du Congo, MONUSCO, intensifie ses actions en conformité avec la résolution 2808 qui encense l'application d'un futur cessez-le-feu gage de la pacification dans la région de Grand Lac. Fofana Mukubi signe ses reportages. Cette mission qui vient en prélude du futur déploiement du mécanisme conjoint de suivi du cessez-le-feu qui doit aller du 23 au 27 février rentre dans le cadre de l'architecture des cessez-le-feu établi. L'objectif principal reste de s'assurer que les futurs efforts
de suivi et vérification ont leur sens de crédibilité, qu'ils sont sûrs et réalisables sur le plan opérationnel dans l'entendement de la MONUSCO. L'initiative se concentre sur la préparation du terrain en évaluant l'accès, la sécurité et la logistique et les besoins d'engagement afin de garantir le fonctionnement efficace du mécanisme. C'est conformément à la résolution 2808 du Conseil de sécurité que la mission onusienne pour la stabilité au Congo s'est autorisée à soutenir la mise en œuvre d'un cessez-le-feu permanent. Cela inclut le soutien aux mécanismes de surveillance et de vérification du cessez-le-feu établi et aux mécanismes conjoints de vérification élargis, créés suite à la signature de l'accord cadre de Doha pour une paix globale le 15 novembre 2025. Le doit procéder à une évaluation des conditions politiques, sécuritaires, logistiques et socio-environnementales dans et autour d'Uvira afin d'orienter une planification globale. Le suivi efficace du cessez-le-feu vise à réduire la violence et à créer l'espace nécessaire à une solution politique durable. Contrairement au Nord Kivu et à l'Ituri, le mandat de la MONUSCO au Sud Kivu est axé sur le suivi du cessez-le-feu et n'inclut pas la protection des civils. La configuration de tout déploiement ultérieur sera déterminée par les paramètres convenus, garantie de sécurité et les exigences opérationnelles. Et en outre, face à la menace croissante de l'ADF dans l'Est de la République démocratique du Congo, un forum conçu parallèlement à la conférence internationale sur la région de Grand Lac a réuni depuis lundi toutes les forces vives du Nord Kivu. L'objectif poursuivi par ces forums était d'analyser les causes profondes de la persistance de ces mouvements rebelles importés. Suivez. Ces sommets qualifiés du dernier verrou contre la menace terroriste réunit des autorités nationales, provinciales, des experts militaires et des partenaires internationaux dans le seul but de repenser les stratégies, autrement dit analyser les causes profondes de la persistance des ADF malgré les opérations en cours. Il entend également renforcer la coordination en améliorant la synergie entre les forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale, les autorités locales et la société civile. Faire face à un ennemi dont les connexions avec des réseaux terroristes internationaux, selon eux, sont documentées et mises en avant-plan. Du côté de l'armée, le chef d'état-major adjoint de FRDC en charge des opérations et du renseignement, le lieutenant-général Jacques Ichalingo Nzamdourou, originaire de l'Ituri, a réaffirmé la détermination de l'armée à mener des opérations en profondeur pour neutraliser les ADF tout en soulignant les besoins d'effectifs suffisants face à la multiplication des fronts. Ce forum intervient alors que la menace s'étend au-delà de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda, touchant l'ensemble des régions régionales. Le 24 février, allais-je dire, permettez, le 24 février 2013, l'accord cadre pour la paix et sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région de Grand Lac a été signé en grande pompe à Addis Abeba 13 ans plus tard, alors que le bruit de bottes ne cesse de s'entendre. Qu'en est-il de cet accord signé? C'est un élément signé par Angelda Kisekou. Cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région étaient signés en grande pompe à Addis Abeba. 13 ans plus tard, alors que le bruit des bottes continue de résonner dans l'est de la République démocratique du Congo, les bilans de ces documents interrogent. Pourquoi la paix promise reste-t-elle un mirage? À la lecture rétrospective de cet accord, un constant s'impose. L'essentiel des obligations pesées sur la seule République démocratique du Congo. Les textes brillent par une omission volontaire de la part de la communauté internationale et de la région des Grands Lacs. Alors que le Rwanda est identifié comme un acteur central des dynamiques de déstabilisation, il n'est visé par aucune obligation expresse et nominative. Cette absence de désignation a permis de maintenir une zone de flou artistique, transformant un outil de paix en un instrument de pression asymétrique contre Kinshasa.
L'une des clauses les plus intrigantes de l'accord imposé à la République démocratique du Congo d'effectuer progrès en ce qui concerne la décentralisation. En tant qu'analyste, la question de la pertinence de cette clause demeure. La RDC d'effectuer des progrès en ce qui concerne la décentralisation. La décentralisation n'a jamais été la cause profonde de cette guerre. L'insérer dans un accord de paix international s'apparente à une ingérence institutionnelle détournant l'attention des véritables enjeux sécuritaires et transfrontaliers. L'accord stipulait que la région s'engageait à ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés. Force est de constater que le fait contredit systématiquement les intentions de papier. Depuis 2013, l'appui continu du Rwanda au M23 documenté par de nombreux rapports d'experts, prouve que ces engagements globaux n'étaient que de vœux pieux. Le manque de mécanismes de sanctions pour le non-respect de ces clauses a rendu l'accord caduc dans le fait. Une lecture rigoureuse de texte est impérative avant toute signature. Trop souvent, le document paraphé sous pression internationale s'avère être des accords pièges qui ligotent l'État sans entraver l'agresseur. Pour construire l'avenir, nous devons retenir 3 principes essentiels. Artisan de son futur, on ne doit pas rester victime de son passé. Le passé comme leçon, il doit être une boussole, non une prison. Intégration de l'expérience, se libérer du passé ne signifie pas l'oublier, mais s'en servir pour bâtir un présent souverain. Malgré plusieurs programmes du gouvernement central destinés à l'octroi de bons scolaires à toutes les écoles officielles de la République démocratique du Congo, l'école Sangala Oumaï, située dans la province de Kasai oriental, les élèves étudient en même le sol. Suivez. Grâce au financement de la Société des télécommunications Vodacom RDC, les établissements scolaires officiels Soumaï Limouze, situés dans la ville de Mbujimaï, commune de Dioulou, ont du mal à fonctionner. Pour cause, le manque des bancs pouvant servir les élèves à participer normalement au cours. La plupart des écoliers de cet établissement scolaire officiel étudient à même le sol, handicapant ainsi leur bon apprentissage. Témoins de cette situation inquiétante, les parents lancent ainsi un cri de détresse et sollicitent l'intervention des responsables de Vodacom RDC, les autorités étatiques ou les hommes de bonne volonté. Les difficultés que nous avons, puisque les enfants sont assis par terre. Pour écrire, ils mettent les cahiers sur les jambes, mais ils ne parviennent pas à bien écrire. Pour les directeurs de l'école primaire Soumaïli 2, recrutés récemment lors des concours organisés par le ministère des tutelles, les efforts ont été fournis pour remédier à cet handicap sans succès. Une difficulté de banc, les enfants étudient par terre. Oui. Nous avons déjà fait des constats et nous avons toqué dans les différents bureaux si on peut venir à notre aide, mais jusque-là, pas de suite favorable. Cette situation engendre plusieurs conséquences néfastes dans l'éducation de ces jeunes esprits, notamment la déconcentration, une déformation d'écriture, la malpropreté et autres. Le directeur à Kinshasa, au croisement des avenues Colonel Ebea et des Huileries dans la commune de la Gombe à Kinshasa, une inondation paralyse la circulation et perturbe les activités de riverains. Suivez cet élément réalisé par Ogelvi Matundo. Ici, nous sommes au croisement des avenues Colonel Ebea et Huileries dans la commune de la Gombe. L'inondation que vous voyez à travers ces images serait la conséquence d'un mauvais curage des caniveaux. Les déchets extraits des caniveaux lors des travaux réalisés mercredi et jeudi de la récente semaine n'ont pas été évacués. Bien au contraire, ils ont été abandonnés sur la chaussée. Après la pluie qui s'est abattue au lendemain du curage précité, ces déchets ont obstrué le conduit d'évacuation, provoquant ainsi l'inondation, a témoigné un passager. Ces inondations sont l'œuvre des agents qui réhabilitent cette chaussée. Il y avait des caniveaux ici bien avant qu'ils entament les travaux et on ne vivait pas ça. Ils les ont détruits et maintenant il n'y a plus de canalisation pour eau. La circulation est ainsi rendue difficile. La population environnante a déclaré une maman trouvée sur place. Ça ne va pas, il n'y a même pas moyen de marcher.
On n'arrive pas à marcher. Pour passer ici, il faut payer 500 francs. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Il n'y a pas longtemps ça là. La population de ces coins appelle à l'implication des autorités compétentes pour décanter la situation. Nous en appelons à la diligence des autorités. Les eaux se remplissent ici. Et pour traverser, on nous demande de payer 500 francs. Ces inondations sont ici observées depuis le lundi. Il est impératif que le ministère des Infrastructures et Travaux Publics, à travers ses services provinciaux, veille rigoureusement au suivi des travaux de curage afin de préserver les infrastructures et la propriété dans la ville-province de Kinshasa contre les inondations. Et comme vous le savez si bien, la chaîne Antenne A perdu l'un de leurs à la personne de Djuzen Belebele et à cette occasion, nous lui avons fait réaliser un hommage digne de son rang. Suivez. Soki moyen ya kolamusa mutu oya kufi ezalaka naliaki nandima te kolela yo na kati na esika oyo pasi na mitema ezoki pota. Antenne à télévision est en pleurs après la perte de Djuzen Belebele. Il était l'un de ceux qui ont accueilli plusieurs vagues des autres professionnels des médias, tant du côté des journalistes que des techniciens. Richard Chako Kanyengele affirme avoir été bien accueilli par Djuzen Belebele en 2000 pendant que Willy Kalengai était directeur des informations à la chaîne de référence. Très jovial, un peu bègue, José Belebele, surnommé Djuzen Belebele, avait l'art de plonger les autres dans une belle ambiance de travail, sachant que les métiers dans ces conditions d'exercice étaient éprouvants à Kinshasa. Djuzen Belebele a toujours été travailleur. Bonjour maman. Bonjour papa. Tu es allé dans le quartier d'Anou. Il y a des difficultés dans le quartier. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Et n'avait jamais refusé d'aller sur le terrain pour chasser les images et il s'était fait champion d'images de ce que l'on appelle dans le jargon du métier les chiens écrasés. Cette attitude louable professionnellement lui a valu les sobriquets des Kingo Yataba et Bangaka Singate. Traduisez, les coups de la chèvre ne choisit pas la laisse. Djuzen Belebele a accompagné tout le monde aussi bien dans les reportages des salons IP. La mort de Belebele est une perte immense au sein de la corporation. Un soldat des premières heures qui a initié plusieurs personnes à la caméra pour la prise de son et d'images. Après la première génération constituée des aînés de l'OZRT devenue RTNC, Djuzen Belebele a déposé pour toujours sa caméra et rejoint le père. Voilà ce qui met fin à cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et restez branchés à votre chaîne de référence Antenne.